Hélène Lardou qui a fait le montage son et montage direct. Laurent Poirier, vous savez, qui a fait le direct. David Nolin qui est voilà, notre interprète et grand chef d'orchestre de toute cette grande prestation et qui va vous parler de tout son travail. Arnaud Roland qui a donc fait le montage son et le montage musique, et moi j'ai mixé. Voilà. Donc Joël H devait venir, mais elle était retenue, évidemment elle leur remontait un film, donc elle ne pouvait pas nous rejoindre, mais Arnaud va se charger d'apprendre, voilà, de nous dire quelques mots à sa place. Voilà, donc je vais juste vous dire... Voilà ce que nous transmet notre metteur en scène, pour que vous sachiez comment il a abordé ce film. D'abord, il s'excuse. Donc aujourd'hui, j'aimerais rendre un hommage aux camarades avec lesquels j'ai eu le plaisir de partager l'aventure de la mélodie. David, Laurent, Joël, Hélène, le docteur Arnaud, voilà, Bruno Collet, bien sûr, le studio Sledge, et moi-même qui m'appelle le Grand Manitou. Mais bon. Sur ce projet, les défis sonores étaient nombreux et celui de rendre les enfants et 4 violonistes était vital à la réussite du film. C'est un dispositif extrêmement méticuleux qui a été mis en place dès les premières répétitions avec et pour objectif de faire un film où la vérité du jeu des acteurs, la vérité de la mise en scène rencontre la vérité du violon. Toutes ces vérités que nous fabriquons sonnent comme un oxymore car nous tentons de faire du cinéma. La mélodie a été conçue comme un conte urbain, une comédie sociale, et non un film aux sentiments sirupeux et niais. Il était donc absolument nécessaire que tous les éléments du film sonnent juste. En préparation, nous avions mesuré le challenge qui nous faisait face, et c'est avec détermination, professionnalisme et plaisir que nous avons abordé les obstacles qui nous faisaient face. Toujours avec ce désir de faire un film organique. Faire en sorte que tout notre travail soit invisible, imperceptible pour le spectateur. Que le film existe dans un bloc fluide sans que les artifices de notre artisanat ne puissent polluer son visionnage. C'est dans ce contexte et une confiance mutuelle que nous avons mené cette aventure longue et ô combien périlleuse, avec tant de détails, tant chaque détail était décisif, un rouage dans l'horlogerie délicate où tout doit être à sa place pour fonctionner. Le privilège qui a été le mien de partager cette aventure cinématographique avec cette équipe formidable est immense. C'est donc avec fierté que je vous souhaite une bonne projection. Bon, il me le disait avant. Voilà. Donc très chaleureusement, Rachid Ami. Voilà, donc ça c'est son petit discours. Voilà, donc moi je vais rapidement passer la parole à David, qui va un peu vous expliquer tout son travail et la manière dont il a abordé le film dès le début, puisqu'il était là, bien sûr, au tout début. Tu veux que je reste assis avant ? Oui, voilà. Ouais, ça fait un peu table de sénateur, c'est super. Bonjour tout le monde, moi aussi je suis ravi d'être là et je suis ravi d'avoir été sur l'aventure. D'ailleurs de revoir tout un tas de têtes qui ont participé, ça nous ramène à des très bons souvenirs. En fait, moi j'ai été appelé au départ par le dire de prod qui cherchait quelqu'un qui puisse coacher les enfants. Donc, comme moi j'organise des stages d'orchestre, vous verrez plus tard pourquoi c'est important en fait. C'est une des mamans de mes élèves qui travaille chez UGC qui a donné mon nom. Donc il m'a appelé pour savoir si je serais capable d'apprendre à une douzaine d'enfants qui n'étaient pas encore sélectionnés, mais on savait à peu près que ça allait être des cas un petit peu difficiles, ou en tout cas des enfants défavorisés. Et après, moi j'ai demandé, d'accord, mais qui s'occupe de coacher Cadmerat, qui s'occupe de coacher les autres acteurs, et surtout, qui va être le fil conducteur, c'est-à-dire qui va être conseiller musical sur la partie préparation, tournage et surtout post-production. Et donc on m'a dit, on cherche. Et donc j'ai proposé de m'occuper de tout ça. Donc au début, j'ai pas été très crédible auprès du Dire Prod qui m'a dit, mais non, c'est trop de travail pour une seule personne. Et moi j'ai trouvé extrêmement important qu'il n'y ait qu'une seule personne qui gère tout ça. Donc voilà, j'ai fait des propositions, j'ai expliqué que c'était extrêmement important
Et finalement, effectivement, on m'a confié donc tout ce rôle-là. Donc c'est dans un deuxième temps que j'ai rencontré Cad. Et puis Jean-Luc, il y a Anaïs aussi que j'ai coaché, la fille de Cad, celle qui joue la fille de Cad, que finalement on ne voit pas à l'écran jouer du violon, mais elle a tourné sa scène, elle jouait la méditation de Thaïs. Et puis spécifiquement Arnold, celui qui joue Arnold, donc Renélie, que j'ai coaché 3 fois par semaine en fait. Donc en fait on a commencé par les enfants, j'ai rencontré plusieurs enfants. Au départ ils étaient 16 ou 17 je crois, et au fur et à mesure, évidemment conjointement avec Rachid, il y en a certains qui ne sont pas revenus, pour garder ce noyau que vous avez vu là. Mon rôle a été aussi au départ de rencontrer des enfants qui étaient violonistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas il y a Mathieu, Sybilla Géna, Camilla et un quatrième qui sont déjà violonistes en fait, pour donner un côté crédible. Donc pareil, j'en ai rencontré une bonne douzaine et puis j'ai dit il faudrait, celui-là sont viables et après Rachid a fait son choix. Et puis j'ai commencé donc à apprendre comme ça aux enfants 2 fois par semaine et puis 3 fois pour Arnold. Et puis à un moment donné, on s'est mis à travailler avec Cad. Donc j'ai rencontré Cad, je me souviens dans les bureaux de Misard, je lui ai donné un premier cours sur un crayon et puis on s'est revus 3 fois par semaine. Et Cad a été absolument terrible parce qu'il a travaillé comme un fou. Voilà, j'y croyais pas, j'avais 6 mois en fait pour faire ce travail-là. Et je croyais pas qu'en 6 mois, on arriverait à faire ce résultat-là. Donc bravo à lui qui a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Alors à la fin, on se voyait tous les jours, mais au départ, c'était quand même relativement éparse. Et pour un adulte, d'acquérir cette souplesse et cette vérité, c'était vraiment pas simple. Donc une fois qu'on a avancé dans ce processus d'apprentissage des gestes, parce que moi mon rôle évidemment c'était pas de leur apprendre à jouer du violon, c'est-à-dire tous ceux-là, il n'y en a pas un seul qui sera capable de vous jouer autre chose que ce qu'ils ont joué à l'écran. En fait, j'ai vraiment fait en sorte qu'ils miment ce que vous avez vu. Mais si vous leur demandez aujourd'hui de jouer autre chose que j'ai du bon tabac, ils sauront pas le faire. Alors, si vous leur demandez de jouer au clair de la lune, ils n'y arriveront pas. Donc une fois qu'on a avancé un petit peu dans ce travail, je me souviens que Rachid est venu chez Cad et il a dit voilà, quels sont donc finalement les morceaux qu'on va pouvoir mettre en place, sachant que il doit jouer un concerto au moment où il est à l'école, il doit jouer autre chose au moment où il est chez les parents de Samir. Je voudrais une pièce de quatuor pour le concert, et puis Sherazade par contre m'était complètement imposé. Et donc j'ai proposé 3 choses qui ont été immédiatement acceptées par Rachid. Voilà, j'en ai proposé d'autres, et il m'a dit non, je préfère les premiers choix. Donc on s'est vraiment après orienté là-dedans dans le travail, autant avec les enfants qu'avec Cad, et qu'avec les autres protagonistes. Et puis la difficulté évidemment immédiate, c'était que parmi tous ces enfants, il fallait qu'il y ait un enfant prodige qui arrive à faire le solo de Sherazade. Et ça, ça a été ma crainte la plus grande. Au-delà de Cad, au-delà de la véracité de savoir jouer ou de croire que, c'était de faire en sorte que cet enfant soit prodige. Et en fait, j'ai eu une chance de fou, c'est qu'il était vraiment prodige. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, il n'est pas retouché. À part le solo de la fin à la Philharmonie où c'est moi qui joue, mais je crois qu'il y a peut-être une autre scène aussi où je crois qu'on a retouché en post-prod, je vous expliquerai après, où quand il travaille avec Cad dans la pièce, voilà, où moi j'ai refait exactement, c'est-à-dire que je vais vous expliquer tout ça, comment ça s'est passé, mais voilà, c'est des choses que j'ai rejouées, mais autrement, Renélie jouait vraiment son solo pour de bon. Alors c'était pas toujours juste, mais des fois c'était juste, et c'est les vrais doigts au bon moment. Donc on a eu une chance incroyable que ce soit cet enfant qui soit choisi pour être le prodige, parce qu'il était vraiment prodige. Et pour la petite histoire, il voulait continuer les violons. Nicolas Mauvernet, donc le producteur, était totalement d'accord de lui offrir des cours. Il était prêt à me payer pour que je lui donne des cours. Et la petite histoire qui est quand même très triste, c'est qu'il n'a pas pu continuer parce qu'en fait, quand il rentrait chez lui, déjà au moment de la préparation du film, avec sa boîte à violon, il se faisait railler ou embêter ou molester dans la cité. Donc il n'a pas voulu continuer le violon uniquement pour ça, parce qu'il voulait que ça se stoppe, alors qu'en fait il avait vraiment des prédispositions terribles.
Et je lui ai proposé de laisser un violon à la maison, d'en laisser un chez lui, etc. Et vraiment, ça n'a pas pu se faire. Donc ça, c'est vraiment une histoire très triste. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est tout ce que vous avez vu à l'écran, dans les chamailleries, pour être gentil, des enfants, ce n'est que le 20e de ce que nous, on a vécu sur le tournage, et moi dans la préparation. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment comme ça, les enfants. Ils étaient très, très à fleur de peau, à chercher la bagarre tout le temps, à nous provoquer. Donc mon travail, il a été aussi de ne pas rentrer dans ce jeu-là et de pouvoir essayer d'avancer. Donc des fois, on n'avançait pas. Il a fallu l'intervention de Rachid une fois ou deux qui viennent et qui disent voilà, maintenant, si vous n'êtes pas prêts, c'est vous qui serez bidon. Et leur réponse, c'était mais non, ce sera David qui sera bidon parce qu'il ne nous aura pas appris. Et donc on rentrait vraiment dans des trucs incroyables où je crois qu'une fois, ils ont fait péter une bombe vous savez, de pression de bière qui était entreposée. Ça a déclenché l'alarme. Ça a été vraiment très très compliqué ces séances. Et on a remarqué qu'en groupe, c'était très complexe. Donc on a scindé le groupe en deux après pour travailler. Puis sur la fin, on les prenait presque un par un. En tout cas, une fois sur deux dans la semaine, on les prenait un par un. 10 minutes chacun pour avancer. Voilà, donc après, dans la construction du film, une fois qu'on a décidé les œuvres avec Rachid et Kad, qui a aussi émis un avis, même si c'était Rachid qui choisissait toujours les œuvres finales, eh bien, il a fallu enregistrer ces œuvres pour avoir un repère. Au départ, on y est allé en pensant franchement que tout serait définitif. Donc on a enregistré la Philharmonie, qui était aussi partenaire du film, qui nous a prêté la salle, puisqu'on a recruté dans l'orchestre certains élèves de Demos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Demos. C'est un programme qui est mis en place pour aider les jeunes défavorisés à accéder à la musique. Donc ça se passe à la Philharmonie. Donc dans la scène finale et dans la scène du gymnase, vous avez vu certains enfants qui sont issus de Demos. Donc on a eu accès à la grande salle pour tourner, mais aussi au studio d'enregistrement, ce qui était très très agréable pour enregistrer l'orchestre. Donc on a enregistré, moi j'ai enregistré la Chaconne, j'ai enregistré le Mendelssohn tout seul, on a enregistré en quatuor le Divertimento de Mozart. Et puis après, une des difficultés, parce qu'il y en a eu plein, c'était aussi de savoir comment faire pour qu'on ait le son d'un orchestre d'enfants. Sachant qu'un orchestre d'enfants, c'était compliqué à faire travailler à l'enregistrement. Et puis des professionnels, on n'aurait pas eu ce son-là. Et en fait, j'ai pensé à contacter un orchestre amateur. C'est-à-dire que c'est un niveau d'enfants qui n'ont plus progressé, mais qui sont adultes. Voilà, et ça sonnait exactement comme on voulait. On les a écoutés avec le Dirprod et Rachid, on est allé voir en concert. Et puis, on a validé. Donc, ils sont venus enregistrer. Et donc, nous, quand on est sortis de là, on était très contents. On a enregistré donc la scène finale, quelques petites prises pour la tempête. Tu avais d'autres choses aussi Ah oui, dans la salle qui a été remise en état, là, l'entrepôt. Voilà, on avait enregistré quelques petites choses là aussi. Et on pensait franchement que ça serait du définitif. Donc on s'est servi de tout ça, ça a été le repère pour chaque acteur, qu'il puisse travailler sur ses bandes, et puis Laurent nous envoyait ses bandes au tournage, et puis Kat se calait dessus, avec un violon qu'on a rendu muet, ça aussi je vais en parler juste après, et puis au final on s'est vite rendu compte qu'il y avait des choses qui ne collaient pas. La première chose, c'est Mendelssohn dans la salle, ou en tout cas la Chaconne dans l'appartement. La Philharmonie était beaucoup trop réverbérée et on avait un son qui n'était pas possible à utiliser. Donc on les a refaits en post-prod, dans un auditorium d'ailleurs, avec des micros, ça sera plus ta partie. Et je me souviens que la Chaconne, c'est quand même un morceau qui est relativement lourd, donc on y a passé une bonne matinée avec Arnaud. Et Rachid est arrivé à 13h, il a écouté, il a dit c'est pas possible, on refait. Pourquoi ? Parce que c'était trop parfait. Il a dit on ne peut pas considérer qu'il y a un prof qui vient comme ça, avec ses émotions, essayer de rattraper l'enfant qui l'a molesté. On lui demande de jouer un truc à froid et ça sort aussi bien. Donc on s'est réenregistré la Chaconne avec ses imperfections que vous avez entendues. Voilà. Et en fait, l'histoire du violon muet, c'était justement pour pouvoir prendre quand même le son de fond, je ne me trompe pas, sur certains... chevauchement avec le dialogue. Voilà, exactement.
sauf qu'on envoyait quand même l'enregistrement de la Philharmonie. Ça dépendait des moments, je crois. En tout cas, il a fallu rendre un violon muet. Ça aussi, ça a été très 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 compliqué. Voilà. Et en fait, c'est la déco qui a trouvé la solution d'augmenter, vous savez, la touche. C'est là aussi le morceau de bois en noir qui est sous les cordes. D'en créer une partie en mousse recouverte d'un chatterton qui ressemble à peu près à du bois, enfin un brillant, pour que ça empêche la corde de vibrer. Et en fait, Kat travaillait là-dessus. Et il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus parce qu'il travaillait là-dessus. Alors quand il prenait son vrai violon, il n'a pas appris la main gauche, Kat. Il a appris la main gauche sur seulement le tout début de la chaconne et le tout début de Mendelssohn pour pouvoir être pris en plan large. Après, c'est moi qui me suis chargé de la main gauche. Et en fait, il travaillait sur le violon muet et c'était un son encore plus horrible parce que ça grinçait presque plus que des cordes à vide. Donc c'était quand même une solution pour le tournage, mais pas au quotidien. Voilà, mais rendre un violon totalement muet, on n'a pas trouvé la solution en tout cas. Donc on a vraiment essayé de s'en approcher le maximum. Est-ce que j'oublie des choses? Voilà, après donc dans le tournage, moi j'étais garant, en fait il fallait que je sois garant des gestes que faisait chacun. Donc j'étais au combo et puis je vérifiais chaque geste qu'on correspondait à ce qu'on entendait, si c'était crédible, s'il n'y avait pas d'erreur de doigt, sur tous les enfants, sur Cad, notamment la scène où il le fait travailler. Je me souviens que ça où il est pareil dans l'entrepôt d'ailleurs, Cad a une oreillette. Et je lui disais en temps réel, attention là ça c'est pas bon, là c'est trop vibré, là c'est pas juste. Donc il le redisait lui instantanément pratiquement avec ses mots. Et en fait quand justement après on est passé en post-prod, dans cette scène où il fait travailler Arnold tout seul, il lui dit trop vibré. Donc avec Arnaud on montait et je le jouais trop vibré. Non, pas juste. Donc paf, on remontait et je le jouais pas juste. Et donc il fallait que je colle au millimètre avec ce qu'on voyait, mais en pensant à faire une erreur qui pouvait aussi coller avec ce qu'on voyait, parce que je pouvais pas avoir un vibrato comme ça avec la main d'Arnold qui bouge pas. Voilà, on a vraiment essayé d'être le plus réaliste possible. Une chose qui nous a fait beaucoup rire aussi, c'est pendant le gymnase, où on a rajouté des faussetés. C'est-à-dire que je me souviens très bien comment ça s'est passé. Ça, en fait, les enfants n'ont pas été pris en direct là-dessus. On a pris, je crois que c'était dans le réfectoire du collège, tous ces enfants qui étaient là. On a fait une prise, je crois, ou deux, qu'on a gardé comme témoin en fait. Donc le matin ils ont joué leur truc, mais ils savaient pas le jouer, c'était réel. Hein. Ce que vous avez vu, c'est ce que vous entendez, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'ils arrivaient à sortir, même en fait à la Philharmonie. Même voilà, notre but ça a été de tricher. D'ailleurs, je crois que cette scène a été tournée après la Philharmonie, chronologiquement. Et en fait, quand on regardait, comme la caméra passe sur un enfant, puis l'autre, donc il y en a un qui s'arrête de jouer, donc on n'a rien fait, on a créé le vide. Il y en a un qui joue n'importe quoi, donc j'ai joué n'importe quoi qui collait, mais on s'est tapé des crises de rire avec Arnaud, où ça voulait vraiment rien dire, et en fait ça apporte une crédibilité, moi j'en rigole encore, quoi. Ça apporte une crédibilité terrible. Et en fait, pour le fun, j'en ai refait, je crois, 2 ou 3 passages complètement faux, voilà, pour ajouter de la fausseté à la fausseté. Voilà, donc c'était vraiment très très rigolo, cette partie-là de post-production. Voilà, je crois que j'ai à peu près. Voilà. Donc après, mon travail, il a été aussi de contrôler, entre guillemets, ce qui se passait en salle de montage. C'est-à-dire que je vais vous dire franchement, j'ai presque rien eu à faire là-dessus. Arnaud pense le contraire, mais j'ai eu Joël H, une monteuse absolument avertie, exceptionnelle, et que je remercie parce que j'en ai refait d'autres depuis. C'est-à-dire la mélodie, ça a été vraiment mon premier gros projet. J'avais fait 2 fois des coachings comme ça ou conseiller musical, et voilà, je m'arrachais les cheveux, quoi. C'est-à-dire je pouvais très bien voir le violoniste ou l'acteur ici dans la position, et puis juste dans la même scène, mais le plan en contre dans l'autre sens avec l'archet, etc. Enfin, il n'y avait rien de crédible. Et moi, quand je suis arrivé, Joël me disait bon, ça ou ça, et je validais une scène parce que c'était plus réussi au niveau des doigts.
Mais en fait, elle avait déjà fait un travail immense que personne d'autre ne sait faire, c'est de coordonner déjà l'archet, enfin, ce soit logique, quoi. Voilà, il y a des monteurs qui sont pas du tout sensibles à la musique. Et c'est plus compliqué. Donc mon travail a été quand même extrêmement réduit. Voilà. Petite précision, petite précision par rapport au choix que tu faisais avec Joël. Tu validais pas un plan ou une prise, tu validais une prise d'un certain endroit à un certain endroit. Joël n'avait entre guillemets pas le droit d'aller plus loin qu'un certain point si elle voulait rester crédible. Ouais, c'était très précis. C'était une fois par semaine que David venait en salle de montage d'image pendant une séance qui durait 1 heure, 1 heure et demie, où Joël lui montrait toutes les prises qu'elle avait, elle, envie de monter. Et David disait, là, celle-là, tu prends de là, là, de là, là. Et Joël notait tout ça. Et elle l'a respecté jusqu'à la fin. Donc c'était quand même un travail de dérochage, par-dessus le dérochage de Joël, un deuxième dérochage de précision qui m'a semblé considérable. Mais... En fait, oui. Mais moi, quand j'ai accepté le projet, et c'est en fait, aujourd'hui, j'en suis fier parce que c'est aussi pour ça qu'on m'appelle pour d'autres choses. J'ai coaché Daniel Auteuil pour un film qui va sortir la semaine prochaine, qui s'appelle Rémi sans famille. J'ai coaché une actrice pour La vérité si je mens 4. Enfin, ce film m'a ouvert plein d'autres choses. Précisément, moi j'ai accepté le projet en disant voilà, moi par exemple quand j'avais vu, pour ne prendre que celui-là, le concert, moi en tant que musicien, j'ai vu certaines choses qui n'étaient pas crédibles et j'ai dit d'accord, moi je prends le projet seulement si un violoniste se pose la question de savoir si CAD est violoniste ou pas. C'est-à-dire l'idée c'est pas de savoir si ouais, d'accord, ça a été bien triché, mais mon Dieu, mais en fait, il est violoniste. Voilà. C'est ça mon but pour qu'un violoniste regarde ça et qu'il se pose la question. Donc, évidemment, le montage a fait partie de ça. Il a fallu vraiment sélectionner les passages où il n'y avait aucune erreur. Il y a 2 fois dans le film où j'ai laissé passer 2 petits trucs que, voilà, apparemment, je suis le seul à le voir pour en avoir parlé avec les copains violonistes, quoi. Voilà, et pourquoi je vous disais que c'était important de vous expliquer pourquoi j'organise ce stage d'orchestre, c'est qu'en fait, l'orchestre final au gymnase est rempli de ces enfants. Voilà, c'est que des enfants que moi je connaissais avec la partie démos. Voilà, donc pour eux c'était facile de jouer ça. Et en fait, pour la petite histoire, le petit Mathieu, peut-être vous l'avez repéré dans le groupe, est venu après au stage d'orchestre et puis alors, il a eu envie de jouer chez Sherazade, donc on a travaillé chez Sherazade au stage, voilà. Et il a fait les solos de Sherazade, c'est le film qui lui a donné envie de travailler ça, voilà. Donc, quelque part c'est joli qu'il ait eu envie de progresser là-dessus. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'essaie de réfléchir si j'aurais oublié, mais... juste aussi, pardon. Juste aussi, voilà, mon rôle aussi dans le film. Alors, il y a un petit moment où, vous savez, il y a Kat qui regarde une répétition où finalement c'est moi qui suis de second violon du quatuor. Et en fait, voilà, il fallait quelqu'un, donc comme j'étais là, voilà, il y a plein de fois où j'ai été un peu rustine, même presque en dernière minute. Et puis je me souviens de Rachid qui m'a dit ah bah tiens, fais une scène, il faut que tu lui expliques pourquoi tu quittes le quatuor. Donc moi j'étais pas comédien à l'époque. Et donc voilà, il a fallu improviser certains trucs. Bon, alors elle n'a pas été gardée au montage, mais je me souviens que ça a fait partie des interrogations. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Et jusqu'en dernière minute, cette scène a failli être dans le film. Voilà, et en fait, quand je dis que ça m'a ouvert d'autres portes aussi, voilà, ce film a été pour moi vraiment très déclencheur dans toute ma carrière dans le cinéma, parce qu'en fait, j'ai travaillé étroitement donc, avec le chef Figu pour les enfants, qui m'a rappelé après pour un petit rôle pour Philharmonia, une série qui va sortir sur France 2 là, en premier trimestre 2019, un prime time. Et donc j'ai passé le casting, hein, comme tout le monde, mais voilà, ça m'a ouvert cette porte-là, d'avoir un petit rôle dans cette série, un petit rôle récurrent dans les 6 épisodes. Voilà, donc en fait, ce film, ça a été vraiment, pour moi, l'occasion de rencontres, de méthodes de travail à développer et de plein d'ouvertures. Voilà, je crois que j'ai vraiment fini. Pour finir sur l'intervention de David tout au long du film, pour aller jusqu'à la fin de la post-production, on a dû faire des ré-recordings de violon assez nombreux,
avec des méthodes vraiment hybrides entre post-synchronisation sans rythmo et bruitage. David a été l'interprète de la plupart des violons solistes du début du tournage jusqu'à la fin de la post-production. Il a été le liant, et notamment, ce qui était très intéressant, c'est qu'il a su travailler non pas comme un musicien qui fait du violon, mais comme quelqu'un qui regarde l'image et qui dit « Ah, bah là, tiens, je vois ça, on fait ça ». Évidemment, conseillé, secondé par nos intentions à nous, mais il a su travailler non pas comme un violoniste, mais comme un bruiteur, ou comme un acteur qui doublerait une voix, mais la voix, c'est un violon. Donc ça a été assez intéressant parce que d'autres musiciens auraient très bien pu rester dans leur corps de violoniste. Et la possibilité de sortir de ce corps de violoniste, de devenir vraiment quelqu'un qui met du son à l'image, nous a permis, nous, d'avoir vraiment une grande cohérence sur l'ensemble des sessions de réenregistrement sur lesquelles on ne pouvait pas se tromper pour matcher avec le son direct et autres sources venant de la philharmonie et tout ça. Mais pour rebondir là-dessus, aujourd'hui, quand j'accepte un projet, je l'accepte si je vais au bout, en fait, exactement de la même manière. Et c'est ce qui vient de se passer sur La Vérité si je mens, mais par exemple, sur le film avec Daniel Auteuil, La Rémi sans famille, j'ai été évincé. Parce qu'en fait, quand on m'a appelé pour faire la séance d'enregistrement, il joue Mendelssohn aussi, un petit peu plus longtemps. Quand on m'a appelé pour faire la séance d'enregistrement, on m'a dit c'est un témoin. Donc j'ai dû retravailler ça 2 heures avant d'y aller. Et puis j'arrive dans la pièce, dans le studio, et je vois 12 micros partout. Je dis non, c'est un peu beaucoup pour un témoin. Et puis là, tout le monde a rigolé, on m'a fait c'est pas du tout un témoin, c'est un def. Et donc ça m'a pas du tout fait rire en fait, parce que évidemment j'étais pas prêt quoi. J'étais pas prêt, j'avais pas bien bossé, donc le résultat était quand même très moyen. Et donc là-dessus, le Romaric Laurent, je crois il s'appelle, le compositeur, est arrivé en pleine séance. Et donc ça s'est pas bien passé humainement parlant. Et donc ils ont rappelé quelqu'un d'autre dans mon dos pour doubler. Ce que je comprends complètement, parce que s'il fallait le jouer vraiment de façon concertante, c'est un mois de travail, quoi. Donc voilà, j'ai été évincé du truc et on m'a expliqué après coup que la séance s'est pas non plus très bien passée. Il y a eu énormément de travail pour coller. Et ça me paraît tellement logique parce que du coup, oui, bien sûr, je suis sorti, mais je savais ce qu'ils faisaient déjà, puisque c'est moi qui les avais formés, ces gens. Donc ce qu'ils faisaient à l'écran, c'était hyper simple pour moi de les doubler, puisque je savais comment ils allaient le faire, puisque je leur ai dit de faire comme ça. Donc on a gagné un temps considérable. Si c'est quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur, il faut d'abord qu'il analyse le truc, qu'il se mette dans le... Voilà, moi j'ai reçu les rushs à la maison pour pouvoir me préparer, mais voilà, ça me paraissait pas insurmontable parce que voilà, je savais exactement ce qui s'est passé, j'étais là au tournage, enfin, c'est des scènes que j'ai validées aussi sur le tournage. Je dis voilà, celle-là elle est bonne, vous pouvez la garder. Donc c'était facile pour moi de faire la post-prod, franchement. Beaucoup plus simple que si c'est un extérieur, ou si je viens en extérieur. Voilà, donc je pense que si vous avez des questions peut-être par rapport à l'ensemble... Je profite que j'ai le micro pour poser une première question. Voilà. Comme un bruiteur, est-ce que tu avais plusieurs violons pour les différents interprètes, pour pas que ce soit le même son en fait ? C'est une très bonne question et ça c'est Arnaud qui m'a suggéré ça, de venir avec un autre violon pour enregistrer sur d'autres trucs. Et effectivement, bien sûr, on s'en est servi. Oui, je suis venu avec 2 violons, un violon d'étude et le violon d'étude qui a servi d'ailleurs à l'image. Et voilà, finalement, on en a eu aussi le son. Ouais. 2 questions. Une question, c'est quand tu as doublé les violons déjà existants pour les faire plus faux, est-ce que tu avais un système de rythmo ou c'était une partition ou tu regardais juste l'image ? La partition, c'est Scheherazade, dont je la connaissais par cœur. Voilà. Non, mais pour être d'accord avec les mots. Je crois qu'il y avait un clic. Non, nous n'avions aucune bande rythmographique. On avait éventuellement un système de décompte avec des rappels de décompte en cours de plage, au cas où il faudrait relancer au milieu, évidemment. Enfin, une technique très enregistrement de musique à l'image, mais pas de rythmo. Et on est allé sur la grande séquence où, dans le gymnase où les enfants massacrent le thème de Scheherazade. Là, on a fabriqué un clic fluctuant. C'est-à-dire, une fois que la séquence est montée, que le playback est retravaillé, recalé, qu'on a la continuité,
et en fait, on met un petit bip à chaque pulsation, mais par définition, c'est fluctuant. Mais le problème des fluctuations, c'est qu'elles perturbent le musicien, donc il faut les tricher pour qu'elles soient progressives, naturelles. Mais en gros, c'est la seule fois où on a eu, sur cette séquence, un besoin de décompte et de rythmo remplacé par un clic fluctuant. On n'avait pas de partition projetée. Et toutes les autres, ça s'est fait, comme je disais, dans une méthode hybride entre une post-synchro ADR sans rythmo, un peu en mode perroquet, comme on dit dans notre jargon, et bruitage, c'est-à-dire, il se passe là, ça à l'image, hop, on recule, on y retourne. On avait peut-être un timecode qui tournait en haut, mais on n'avait pas de rythmo. Et quand on est musicien professionnel, tu as passé ta vie à essayer de jouer juste, surtout quand on est violoniste. Comment on fait pour jouer faux? C'est beaucoup plus simple de jouer faux que ce qu'on imagine. J'ai joué franchement à côté. Les rares fois, enfin les deux, trois prises qu'on a faites, c'était moi-même j'étais à mourir de rire parce que c'était au quart de ton, au demi-ton près, tel qu'eux auraient pu le faire en posant les doigts n'importe où. Et puis, oui, c'est un travail de se détacher de ce qu'on est nous, c'est ce qu'expliquait Arnaud, mais c'est très vrai en fait. C'est se détacher de notre métier de musicien. Enfin, si c'est pour prendre un musicien, je pense que voilà, c'est plus simple que ça, finalement. Donc, c'est vraiment de se détacher et d'être au service. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti. C'est-à-dire, je l'avais fait plusieurs fois, ça, mais si vous remarquez bien, dans un film, quand il y a un comédien qui joue, il joue une scène, quoi. Donc, c'est une journée, allez, maximum deux jours de tournage. Là, j'étais quand même présent sur les 8 semaines. Ça a tourné 8 semaines. Il y a dû y avoir les 4-5 jours où j'étais pas là, parce que voilà, c'est le bar ou le food truck, voilà, mais tout le restant, j'étais là tous les jours. Donc, j'ai appris de fait, déjà, pendant toutes ces 8 semaines, à être vraiment technicien et non pas musicien. Ce qui m'a fait très drôle d'ailleurs quand justement pour la série je suis passé comédien. Et là en fait on se rend compte de tout ce que nous on vit au quotidien en tant que technicien et ça va et dans le travail qui est complètement différent, mais on ne peut pas être l'un sans l'autre, et la manière dont on est traité, ça c'est un autre débat. Voilà, c'est très intéressant aussi d'être passé par là et d'avoir pu voir aussi l'autre côté de la caméra. Très très intéressant. Oui, bonsoir, merci Bonsoir. pour votre travail, ça sonne très juste, Merci. sans faire de jeu de mots, on y croit, non mais c'est vrai, on y croit totalement et je pense que c'est hyper important pour le film. Moi ce que je voulais savoir c'est, vu le challenge que ça représentait, est-ce que vous avez fait des réunions tous ensemble, je veux dire toute l'équipe avec le mixeur, les monteurs son et tout ça, pour préparer ça, et est-ce que vous avez envisagé différentes options, c'est-à-dire de garder un maximum avec des prises de son multi-micro, Laurent, est-ce que vous vous êtes dit bon, on essaye pour toutes les prises quand même de garder un direct, et qu'est-ce qu'il en reste au final dans le film des prises de son direct, et est-ce que vous vous êtes posé la question de est-ce que ça devait aussi sonner totalement juste sur le morceau final? Voilà. Alors dans l'ordre, oui, il y a eu une réunion, je me souviens au début chez Mizar, on s'est tous vus. On a abordé la musique évidemment, et c'était très important qu'il y ait cette réunion, y compris la post-prod, qu'on sache un petit peu ce qu'il y avait à faire, mais c'était quand même relativement abstrait. Par contre, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, et c'est très bien que vous relanciez la question, c'est que Arnaud est venu plusieurs fois, je crois, sur le tournage. Eric aussi. Enfin, il y a eu la post-prod, elle n'est pas venue juste en post-prod. C'est-à-dire que plusieurs fois sur le tournage, on a vu la post-prod, qui sont venus voir comment ça allait fonctionner pour le montage. Et oui, dans le film, ce qu'on a gardé, en tout cas des enregistrements à la Philharmonie, c'est le quatuor, qui devait être parfait, et puis la scène finale. Et effectivement, ça c'était la demande de Rachid, ça devait être parfait. Il n'y a pas eu de question là-dessus. À la fin de l'année scolaire, il devait, en tant qu'enfant prodige, sortir son solo absolument parfaitement. Donc, je me souviens qu'on a fait plein de prises à la Philharmonie. On a le solo de Sherazade que j'ai joué de manière abstraite, hein, c'est-à-dire après c'est Arnold qui s'est calé sur mon son. Et pour le coup, on l'a pas retouché, donc il fallait qu'il colle dès le départ à l'image, mais on l'a fait 100 fois, jusqu'au moment où 100 fois j'exagère, on a dû le faire au moins 12 ou 13 fois. À ce moment où Rachid m'a dit, ok, c'est trop élève, fais-moi une prise Joshua Bell. Et donc je l'ai joué comme ça, et c'est finalement ça qu'on a gardé. Donc lui, il voulait vraiment
la perfection, enfin le truc très émouvant est parfait. Et après, alors je ne saurais pas vous dire là tout de suite, mais effectivement, il y a des choses où Arnold joue pour de bon. Je me demande si le jet du bon tabac dans la classe, il a été retouché finalement. Ça a été une interrogation, ça. Moi, j'étais pour qu'on le laisse, et je crois que Rachid voulait qu'on le refasse. Alors, je sais plus ce que Alors là, les souvenirs me reviennent. Quand Arnold joue du bon tabac dans la classe, ce qu'il faisait en son direct était très bien, et surtout très cohérent par rapport à la phase du film. On était quand même encore au début de l'année. Et Rachid, le réalisateur, a imposé qu'il y ait un re-re pour que ce soit un tout petit peu mieux. Moi, de mémoire, je me souviens maintenant que c'était un petit peu mieux, mais que le direct tenait avec un ou deux pitchs par-ci par-là, cosmétiques, juste quand même pour le flatter un peu, ça tenait très bien la route. Mais au final, ce que vous avez entendu, c'est un doublage. Mais même à main coupée que le direct n'était pas très loin du doublage, pour un exemple. Et quand Arnold joue le solo sur le toit en s'entraînant, à 2 reprises dans le film, au milieu et vers la fin avant le concert, c'est 2 fois un doublage de David. Parce que là, pour le coup, pour Arnold, aussi prodige soit-il, bien placer ses doigts pour qu'on croie que c'est lui qui joue en playback, il en était totalement capable, mais avoir le son et la justesse sur le solo, quand même, il n'y était pas arrivé avant la fin du tournage. Par contre, on parle du toit. Je crois que la séquence où il répète sur le toit... Elle est en groupe. Ouais, elle est en direct, ça. Là. Alors, la séquence où ils répètent tous sur le toit, là où ils sont en train de se pourrir en même temps, il y a une progression entre... D'abord, c'est que du son direct, avec quelques petits appoints dans les recordings pour faire un peu de gauche-droite, parce que le direct était mono. Au fur et à mesure que la séquence avance, on a de moins en moins de direct, de plus en plus de re-recording, pour donner l'illusion d'une progression avant qu'ils se bouffent la gueule ensemble. Ça, c'est des choses ça qui avaient clôt la répétition. Ça avait été enregistré à la Philharmonie, ce recording, non Non, ça a été fait par toi en auditorium après. C'est la Tous les re-recordings ont été faits en auditorium, en fait. Tout ce qui a été fait à la Philharmonie a été gardé dans son jus de son de salle de concert. Ce qu'on n'a pas gardé de la Philharmonie, c'était toujours et uniquement pour des raisons de sonorité. C'est-à-dire une salle de concert, même en poussant les appoints, on entend encore que c'est une salle de concert. Et pour répondre encore à la question que tu as posée, Raphaël, sur la coordination, les réunions d'avant-tournage, en fait, Eric a imposé très très tôt, avant le démarrage du tournage, mais après les enregistrements de la Philharmonie, qu'il y ait un monteur musique spécifique, profil hybride, montage son, montage direct, c'est-à-dire c'est pas faire du montage musique au sens classique du terme, c'est plus bricoler. Ce qui a permis ma présence en fait régulièrement pendant le tournage, pendant les fameuses séances de dérochage avec Joël et David, où là je travaillais pas encore officiellement sur le film, j'étais déjà au courant du coup de tout ce qui se tramait. Et ça a été donc la coordination a vraiment démarré très en amont en fait. Et pour ce genre de projet, c'est vraiment indispensable. Et concernant ta question sur est-ce qu'on s'était fixé des règles, on garde du direct, beaucoup de direct, ou on refait tout, en fait, il n'y avait aucune règle. Dès le début, on ne savait pas où on allait, on savait qu'on avait plusieurs cartes, les sons directs, les sons seuls, aller chercher dans des doubles, de la post-synchronisation, du bruitage, évidemment les enregistrements de la Philharmonie. On avait toutes ces sources, mais on ne savait absolument pas comment on allait les utiliser. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, sans dogme en tout cas. Et en fait, juste une question, c'est que quelquefois, comme on est dans des acoustiques très spécifiques, je me suis demandé si effectivement vous disiez à chaque fois, avec cette acoustique-là, de la salle de classe, du hangar et tout ça, est-ce qu'on se fait une prise
live avec cette acoustique pour accorder au mieux avec le direct si jamais on décide de garder une partie du direct, quoi. Parce que dans ce que vous me dites, ce qui me semble un peu étrange, c'est d'avoir enregistré quelquefois la Philharmonie dans une salle complètement dingue au niveau acoustique pour raccorder avec justement des lieux qui sont censés être un peu cracra au niveau acoustique, quoi. C'est-à-dire que ce choix-là, pour moi, il me semble un peu étrange pour le coup. Ouais. Non, ce qu'on a fait faire à la Philharmonie, c'est de toute façon, moi j'ai été aux enregistrements de la Philharmonie et on avait demandé à avoir sur les pupitres, on a fait rajouter des micros très très précis. D'ailleurs, ça les avait surpris que je puisse faire cette demande parce que c'est pas du tout l'habitude en musique. Et c'est ça aussi qui nous a servi de base. Mais après, Rachid, lui, nous a fait travailler dans tous les sens pour justement utiliser des prises qu'on a refaites en heureux. Et on a matché, mais on avait une base où on n'avait pas simplement des éléments très larges avec l'acoustique. D'abord, c'était des enregistrements qui ont été faits dans la salle de répétition, pas dans la grande salle de concert, qui était un peu moins brillante. Mais moi, j'ai fait rajouter des micros de proximité. Alors, grand étonnement, et qui nous ont permis effectivement d'être en proximité, quoi. Donc là, on raccordait quand même beaucoup plus. Malgré tout, sur les cas où tu as demandé de rajouter un micro en proximité, ils ont donc dû descendre à une distance de 1,50 m. Oh là là, c'est ultra proximité pour une approche classique en fait. On entend en plus tout ce qui est moche dans le violon à cette distance-là. C'était pas encore assez près. Donc même en travaillant cet appoint au maximum, ça nous obligeait de le refaire en post-synchronisation. Donc c'est typiquement pour les deux séquences où Cadmerade joue pour la première fois devant les enfants au début du film, le concerto de Mendelssohn, et plus tard dans le film, quand il arrive chez les parents de Samir et qu'il joue la chaconne. Pour ces deux extraits-là, ils ont baissé les micros, mais c'était pas encore assez. Donc nous, on a vraiment baissé le micro. On est arrivé à des distances de 30 cm avec des micros dynamiques, avec un micro dynamique, un Shure SM7, pour réussir à avoir le gros plan sans les bruits de cordes. Et ça s'est avéré d'ailleurs un outil très précieux pour faire ce genre de bricolage, de descendre à des distances. On n'entendait même pas ta respiration, alors qu'on était collé au violon. En plus, oui, Rachid avait une petite hantise, et moi aussi, c'était quand on s'approche avec des micros précis d'un violon, on entend le bruit de l'archet, le bruit des doigts, et c'est pas juste un bruit, c'est vraiment moche. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça dans la vie de tous les jours et dans aucun disque, donc c'est même pas que c'est un bruit en plus, c'est perturbant. Et les micros dynamiques nous ont permis de gratter, mais en distance, pas un peu, beaucoup. On est descendu jusqu'à 30 cm du violon. Ce qui est vraiment une distance aberrante pour un violon, en fait. Après, pour répondre à ta question, je crois que ce qui était gardé pour la Philharmonie, ça a servi pour l'entrepôt, ça a servi pour la scène de la tempête. Non, la tempête. La tempête, c'est quand ils font du bruit avec leur violon tous ensemble dans la classe, quand Cadmerade leur demande de jouer un peu. Là, tout a été refait. D'accord. Ah oui, il me semblait. Mais je crois qu'il y a aussi du bruitage. Il y a aussi du bruitage. Ouais. Quand ils tapent, voilà, ça, c'est pas des choses que moi j'ai fait. Voilà. En fait, de la Philharmonie, au final, on a gardé le quatuor, les répétitions du quatuor de Cadmerade, l'entrepôt à la fin, le concert de la Philharmonie, et c'est tout. Donc ça fait 4 extraits musicaux sur une dizaine qui ont été produits à la Philharmonie. Pour finir, par rapport à ce que disait Raphaël, c'est vrai que ce qui a été très très important, c'est qu'on a eu un producteur qui a tout de suite été à l'écoute de nos problématiques et qu'on a pu faire ces réunions. Quand on parle souvent, on se dit bon ben voilà, les gens se parlent pas assez, on n'arrive pas à construire des équipes. Là, ça a été vraiment très 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 finement joué parce qu'il savait qu'il y avait des enjeux énormes et bon, un réalisateur qui était très exigeant. Et donc, il a compris les enjeux, il nous a réunis et on a pu
clairement exposé les problématiques, et si on ne faisait pas les choses comme nous, on les pensait et on avait réfléchi à les faire, ben on allait vers des ennuis en post-prod, quoi. Donc, et ça, il faut le reconnaître, c'est qu'il a été à l'écoute de ça et pendant toute la durée de la prépa, de la production, et après il nous a laissé des libertés avec Arnaud pour travailler et de demander à David de faire de refaire tout ce qui était nécessaire pour le film. Donc je trouve que c'était un bel exemple d'écoute d'une équipe, parce qu'il y avait des enjeux importants, bien sûr, mais il les a vraiment entendus. Et je pense, David, que ça a toujours été, même pour toi dès le départ, mais nous on a été même presque surpris qu'il y ait vraiment cet échange, que Carnot puisse arriver tout de suite, qu'on puisse caler des choses. Et ça, évidemment, le résultat, il est là. On n'a pas eu de problème, à part des difficultés dont on parle, la complexité d'un projet pareil, mais on ne s'est pas retrouvé confronté à des problématiques qu'on n'avait pas réfléchies, en tout cas. Donc ça, c'est comme quoi c'est bien de se parler dès le début et mettre en jeu tous les critères et les personnels qui doivent être en jeu à un moment dans l'équipe. Donc ça, je pense qu'on a bien géré. Hein. Pardon, donc je vous laisse. Bonjour. Alors, pour enfoncer un tout petit peu le clou de ce choix entre du playback sur le plateau, de la prise réelle, etc., il y a quand même un moment donné où, quand on est sur le plateau, il faut faire le choix de est-ce qu'on va balancer... je crois que tu disais qu'il y avait une dizaine de morceaux qui avaient été enregistrés à la Philharmonie. Finalement, il y en a 4 qui restent dans le film. Mais par exemple, quand on est dans la classe avec les enfants, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit là, on a grosso modo quelque chose qu'on a enregistré un peu, ou alors qu'il n'y avait pas du tout de choses qui étaient prévues dans la classe. Comment ça se passait exactement, ça? Dans la classe, il n'y avait pas du tout de prévu de playback. Ça a été enregistré, gardé ou pas, mais voilà. D'accord. Et de ces choses-là, beaucoup de re-re, où on garde quand même pas mal de ce qui est en direct. En fait, pour garder ce qui est en direct, il faut que le niveau de jeu soit suffisant, ou en tout cas cohérent par rapport à la phase du film. Donc finalement... la tempête très refaite. Par exemple, un exemple comme J'ai du bon tabac. J'ai du bon tabac, c'est du son direct, agrémenté de nombreux re-re pour spatialiser. Ouais. Mais le corps et pour de ce qu'on entend, c'est des son choses direct. aussi précises par rapport au montage, j'imagine, quand on est sur quelqu'un. Exactement. Par exemple, ça c'est un truc assez classique, mais il commence à jouer J'ai du bon tabac en groupe. La caméra se déplace vers Arnold. Évidemment, Arnold, c'est un re-re. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui permet justement de se dire tiens, lui, il joue pas beaucoup mieux que les autres, mais en fait on l'entend un peu mieux, et puis on se dit il joue mieux. Mais sinon, le choix de lancer des playbacks ou non, par exemple, Laurent, dis-moi si je me trompe, mais la séquence de l'entrepôt, il y avait un très beau playback qui a été fait à la Philharmonie. Et pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Rachid, vous voyez, j'ai pas assez insisté pour le lancer. Rachid m'a dit non, on le fait en direct. Et voilà, et donc ça a un peu galéré derrière. Mais... C'était un peu comme soudain, Rachid qui a eu envie d'une approche un peu dogmatique de allez, on est à la fin du film, il commence à savoir jouer, on veut du direct. Il n'a pas rejeté le playback parce qu'il n'était pas bien, je crois qu'il a voulu tenter le coup. Et c'est une séquence qui a posé beaucoup de problèmes en montage après. Raccord de tonalité, raccord de tempo, et le playback qui était plus du tout synchrone avec ce qu'on voyait. Donc il a fallu trifouiller le playback dans des proportions assez considérables pour s'éviter un re-recording de plus. D'accord. Et j'avais une petite remarque concernant une séquence musicale dont j'imagine on ne pense pas forcément au premier abord à parler. C'est celle qui est dans les coulisses de la Philharmonie avec juste ses respirations et ses bruits de voix et des choses comme ça. C'est très beau. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dure presque un peu jusqu'au malaise et que du coup leur track nous est transmis. Enfin, ça c'est vraiment très réussi en termes de mise en scène et de montage. Voilà,
peut-être, je sais pas, quelqu'un a un truc à dire là-dessus, parce comment c'est fait, c'est que du bruitage, c'est des petits appoints. C'est-à-dire ça, c'était une demande, c'est pour ça que ça dure, effectivement, parce que c'était une volonté de mise en scène, hein, bien sûr. Et oui, après, on a reconstruit, c'était dans le silence, et on a très peu de direct, et tout est reconstruit en post-synchro et en bruitage, pour être sur des éléments précis qui voulaient, lui, en fait, créer une sorte de partition silencieuse et en même temps détachée avec des détails de respiration et de petits bruits d'instruments. Ça on l'a construit ensemble à sa demande. Ça a été vraiment, c'est exactement ce qu'il voulait faire sur cette séquence-là, très particulière et assez osée, effectivement, parce qu'elle dure, quoi. Et donc, on a tout reconstruit. Non, il y a pas mal de directs quand même qui gardaient. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de. Ça a duré très longtemps aussi au tournage. Et du coup, ils sont tous équipés, ils respirent, c'est hyper silencieux. Et les HF étaient très beaux. Du coup, il y a toutes les respirations, enfin en tout cas beaucoup, se sont gardées dans le direct. Les petits chuchotis, tout ça, c'est énormément du direct. On en a très peu fait en synchro. Pardon. Non, mais elle fait bien de corriger. Non, mais je croyais, en fait, il nous a fait rajouter beaucoup, en fait, pour ponctuer, c'est ça, en fait, voilà. Parce que, un petit peu les gros plans, mais on a fait quelques films depuis. Voilà, on a fait quelques films, mais tu as raison, Hélène, merci de l'ambiance générale est beaucoup ça, basée sur le direct, quand même, les petits chuchotis. Après, effectivement, quand ils sont en gros plan, de temps en temps, ils nous en manquent un petit peu. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il voulait, c'est reconstruire. Maintenant, ça revient, tout ça. Il a voulu reconstruire au milieu du direct pour faire quelque chose de bien plus précis, mais effectivement, il y avait une assise, tout à fait. Laurent et Hélène, pas. En tout cas, c'est une séquence très réussie. Nous avons David Nolin qui doit nous quitter dans un quart d'heure. Si vous avez des questions qui concernent son intervention sur le film, n'hésitez pas à y aller maintenant. Après, ça sera trop tard. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que c'est crédible que des élèves comme ça d'une classe puissent participer à un concert pareil en une année scolaire ? Tu peux pas faire deux choses en même temps, je pense. Micro-jeu, c'est parce que c'est l'autre. Oui, ça y est, pardon. C'est très drôle ce que tu dis parce que c'est une chose dont je voulais parler, j'ai oublié d'en parler. Quand le film est sorti, il y a eu, UGC a fait sa pub sur le fil sur Facebook en fait. Et il y a des tas de gens qui ont commenté, ah super, ouais c'est Chorus 2, etc. Mais il y a eu une remarque moi qui m'a interpellé, c'est je suis prof de musique en collège avec des enfants défavorisés et je peux vous dire qu'on peut pas faire ça. Et en fait, j'ai répondu, j'ai dit si, on peut faire ça. C'est-à-dire que ce que j'ai réussi à leur faire faire, en vrai, on aurait pu leur faire faire. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Scheherazade, dans tout le morceau de Scheherazade, ce qu'ils ont appris à jouer pour de bon, alors pas juste, tout ce que vous voulez, mais eux, ce qu'ils connaissent, c'est premier doigt sur telle corde. Alors, leur violon était équipé avec des cordes d'une certaine marque. De mémoire, c'était jaune, vert, rouge et puis je sais plus quoi. Donc moi, je leur disais premier, rouge, deuxième, vert, etc. C'est comme ça qu'ils arrivent à jouer, hein, et en comptant les temps de ce qu'ils ont à faire à droite. Donc en réalité, à la fin, ils arrivaient à le jouer. C'est-à-dire ce qui est sur le toit, quand ils répètent, ils arrivent à jouer le début. Et on l'a fait en 3 mois, ça. Donc si on avait une année entière, je pense qu'on aurait pu arriver à ça. La seule vraie tricherie, c'est Arnold. Et encore, si j'avais eu un an, je pense qu'il aurait pu jouer son solo pour de bon, parce que c'était un vrai prodige. Donc oui, c'est réalisable en un an. Oui, c'est ce qui se passe en fait avec Demos justement. Ces enfants qui n'y connaissent rien et qui au bout d'un an leur jouent. Au début ils connaissent pas du tout la musique à leur premier concert, puis après on leur propose d'apprendre certaines choses, puis au bout de 3-4 ans ils sont dans le fil du conservatoire et ils sont comme les autres. J'en ai un qui était au tournage, qui s'est fait des copains qui sont de mon stage. Il a voulu venir au stage pour revoir les copains. Moi, je me souviens la première année en clarinette, quand il est venu, ça servait à rien. Puis là, cette année, on a fait la Symphonie du Nouveau Monde et Scheherazade. Et en tout cas, dans la Symphonie du Nouveau Monde, il y a un solo de clarinette qu'il a tenu. Voilà. Donc c'est tout à fait plausible. Et donc pour la petite histoire, quand j'ai répondu, elle m'a dit viens le prouver. Donc je suis venu dans sa classe, c'était à côté d'Angers. Et voilà, c'était ma première présentation, qui en a déclenché plein d'autres d'ailleurs, mais c'était la première présentation de la mélodie et de mon travail, en fait, avec les enfants. Et au final, est-ce qu'il y a des plans truqués ou pas, genre où tu doubles les mains et c'est raccordé à CAD ou oui, comme on a fait sur d'autres films? Il n'y en a pas qu'un.
D'accord, c'est la question. Il n'y en a pas qu'un. Ouais, c'est truqué. C'est Arcade, il a appris donc, le tout début de Mendelssohn et le premier accord de la chaconne. Donc tu le vois se placer, il place la main gauche, il savait le faire, et après c'est fini. Après, si tu regardes bien, il est en plan de là jusque là, quoi. Donc moi je suis derrière, tu vois, on va faire une petite démo, regarde. Tu peux même prendre le violon si tu veux. Si tu me passes mon violon, je te fais une démo. Non, le code, c'est pas du tout pour qu'on vole rien, c'est qu'ils ont tendance à s'ouvrir tout seuls. Et j'ai un copain en descendant du train qui s'est retrouvé le violon par terre parce qu'il ne mettait pas le code. Et voilà, donc, voilà, donc pour réussir ça, il faut évidemment que je sois habillé pareil que l'acteur. Alors voilà. Bah, en fait, la bague, elle était là uniquement parce que c'était sa bague à lui qui était devenue la bague de tournage. Et en fait, voilà, comme c'était sa grosse bague bouse, voilà, ça apportait du crédit. En fait, ce soit la main de Cad. Mais toutes les mains gauches que vous voyez. Et Qu'est-ce que je fais? Bah, tu vas faire ce que je te dis. Voilà, donc c'est Cad. Hein. Moi aussi, j'ai plein de bagues. Hein. Très bien. Donc celle-là, tu vas justement pas t'en servir. Tourne la tête. Non. Tourne la tête. Voilà, et pose là. Voilà. Ok. Et puis tu vas prendre l'archet que j'ai intelligemment laissé là. Voilà, donc, on va dire que tu sais tenir l'archet, donc tu le prends et puis tu vas te balader. Pas mal. Voilà, donc tu vas jouer sur cette corde là, d'accord, uniquement. Et donc tu vas faire un petit truc comme ça, sans appuyer. Laquelle ? La 2 ? Oui, ça dépend d'où tu comptes. La verte. C'est là, voilà. Okay. Tu fais juste ça. Essaie de poser quand même l'archet. Voilà. Et donc... Vas-y. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, d'accord. Ah oui, mais ça, t'as pas le droit. Voilà, donc ça, c'est sur le Mendelssohn, sur Scheherazade, je suis caché derrière la Philharmonie, dans la chaconne et aussi dans le quatuor. Voilà, à chaque fois, la main épilée, la teinture, et puis la bague, la montre. Et puis à la fin, les costumiers faisaient même plus la même chemise ou la même veste ou tout ça, c'était juste la manche. Et avec la manche, qui tenait avec une écharpe. Voilà. Donc c'était vraiment hyper crédible. Donc c'est du trucage live, il n'y a pas de trucage numérique non. sur certains films. Ah non, il n'y en a pas eu là. D'accord. Sur le film avec Daniel Auteuil, oui, complètement, il y a du trucage numérique. À l'inverse, un film de violon où c'était en fait avec Danny Boone, c'était tout truqué, c'était des mains de quelqu'un d'autre. Oui, exact. Danny Boone, ça fait ça ? Je sais pas, j'ai pas été très au courant de ce qui s'est passé sur Radin, mais par contre sur le concert, c'était ça. D'ailleurs, il y avait un problème de raccord de main parce qu'ils n'avaient pas réfléchi. Enfin, Radin, c'est particulièrement. Je me permets de dire. Alors, moi, c'est très compliqué parce que. Non, mais vas-y. Non, mais je me permets d'y aller parce que c'est très réel ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai débattu de ça avec Rachid. Je peux me rasseoir. J'ai débattu de ça avec Rachid où je lui disais le concert est quand même relativement bien réussi. Il m'a dit non, c'est raté. Et je lui dis d'accord, ça c'était un dimanche matin. Et je lui ai dit je le reverrai ce soir. Et puis il me rappelle à 17h, il me dit ne regarde pas le concert, est-ce que tu peux aller regarder Radin ? Parce que j'ose pas y aller. Parce que nous, le lendemain matin, on avait la toute première projection du film, alors pas monté comme ça, hein. Je crois qu'il durait 2h40, je sais plus combien. On avait la toute première projection pour savoir où on en était. Donc il m'a dit va voir Radin, parce qu'en plus on a eu quand même Danny Boone qui est passé une fois sur le tournage, qui nous a très gentiment raillé en disant ouais, c'est pas les mêmes budgets, vous allez voir, etc. Donc quand je lui ai demandé de prendre le violon, il n'a pas voulu. Et
Bon, Cad m'a dit qu'il aurait fait pareil, il n'aurait pas pris le violon, mais en tout cas, voilà, je suis allé voir Radin. Donc, j'ai appelé Rachid à 23h, je lui ai dit, écoute, t'as rien à craindre pour demain matin. Franchement. C'est-à-dire, c'est raté, quoi. Ça joue au-dessus de la corde, il ne joue pas, il joue au-dessus de la corde, la main gauche, ça marche pas, enfin... Voilà, on n'y croit pas beaucoup. C'est très drôle, c'est un film super rigolo et tout, mais je parle vraiment coaching, c'est pas bon. Donc on voit ensemble la projection, et là, devant moi, donc il y a Astrid et Rebecca, qui sont de My Melody, qui sont superviseuses, qui étaient superviseuses sur Radin. Elles étaient juste devant moi, elles sont arrivées au milieu du film. Au début, c'était pas elles. Elles se sont retournées, elles m'ont dit, t'as fait un travail extraordinaire. Et en fait, si j'avais pas vu Radin la veille, j'aurais dit, pourquoi elles me disent ça, en fait? Voilà. Et donc moi, quand j'ai regardé le concert le lundi soir, du coup, vraiment, j'ai compris qu'on avait fait un travail. Enfin, mais Cad m'a énormément aidé. Et j'en viens là parce que quand on m'a demandé de coacher Daniel Auteuil après, on en est arrivé au final à faire du doublage numérique qui n'était pas prévu. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pris un gars qui lui ressemble, en tout cas qui a la même morphologie, qui a joué, etc. Et donc ils ont collé. Il y a d'autres prises de vue où on le prend que de là, on prend même pas sa main gauche. Et moi, j'ai carrément une baguette verte qui est collée au bout de l'archet et que je manie. Et si vous étiez là, et puis je manie l'archet comme ça. Donc ça va 5 minutes parce qu'en plus, l'angulation comme ça va, mais prolongée avec une baguette, puis l'angulation. Enfin, c'était hyper drôle parce que c'est devenu un pantin, Daniel. Et puis, au final, il y a une prise où il y a une doublure main gauche, parce que moi je suis trop jeune pour la main de Daniel, et moi je m'occupe de la main droite, et puis Daniel il est là à attendre, regarder ce qui se passe pendant que ça joue, quoi. Et donc il y a quand même eu une mise en œuvre. Moi jusqu'à présent j'ai pas vu les images, la projection technique a été annulée, je sais absolument pas, puis bon là, comme ça c'était pas très bien passé avec le compositeur, j'ai pas eu la post-prod, quoi. Donc je vais, comme tout le monde, en salle mercredi prochain pour voir le résultat de cette scène. Mais en tout cas, j'ai compris ce jour-là que ça ne pouvait pas toujours dépendre du coach. Voilà. Je ne sais pas comment Danny Boone a voulu travailler. Daniel, tout adorable qu'il est, et de relations d'amitié qu'on a gardées, encore aujourd'hui, n'a absolument pas voulu travailler. Lui, il estimait que son travail, c'était là, et puis que le reste, c'était pas son job. Mais je pense qu'avec Cad, vous avez eu la chance. Moi, j'ai fait un film avec lui. C'est un fan de musique. Même quand il joue au théâtre, il est batteur. Il a sa batterie dans sa loge. Dès qu'il a 5 minutes, il fait de la musique. Enfin, bien sûr. Donc, je pense et puis que il était guitariste, donc il savait, il avait quand même un... Non, mais il a un vrai intérêt que je pense que même Daniel Auteuil ou Danny Boone n'ont ni la disponibilité ni l'envie de ce que... Mais Daniel avait peur, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a joué un luthier déjà dans Un cœur en hiver. Il était luthier. Il avait déjà une approche du violon. Et pour la petite histoire, c'est mon prof, moi, de l'époque, qui est resté mon prof toute ma vie, qui est encore mon prof quand j'ai des choses à jouer, je vais lui jouer. C'est lui qui a formé Emmanuel Béard pour ce film. Il a eu 2 ans de coaching. Voilà. Moi, j'ai eu un peu moins de 6 mois. Voilà. Pour Daniel, j'ai donné 5 cours et j'ai eu le droit de rien faire d'autre parce qu'il ne voulait plus travailler. C'est-à-dire qu'à la fin, je venais, moi j'avais l'impression d'escroquer. C'est-à-dire quand je venais prendre mon argent, alors qu'on allait au marché ensemble pour savoir ce qu'on allait manger le midi, quoi. Voilà. Et par exemple, sur La vérité si je mens 4, je me souviens que j'ai été appelé 1 an auparavant, puis on m'a dit finalement ça va être un violoncelle, puis finalement on est revenu au violon, finalement les castings se sont pas bien passés, donc ça a été ajourné, et puis on m'appelle, on me dit voilà, le tournage va être le 19 novembre, est-ce que vous êtes libre? Oui, je suis libre. Et les essais caméra sont après-demain. Donc j'ai dit déjà faire des essais caméra sans avoir pris un cours, ça veut rien dire. Donc j'ai donné le premier, c'est pas un cours, hein, c'est un coaching, mais le premier coaching le jour des essais caméra. Et le lendemain des essais caméra, on fait le tournage de cette séquence a été avancé au 15 octobre. Voilà, il restait 15 jours. Donc pareil, je réponds pas beaucoup et en plus j'ai dit moi le 15 octobre, je peux pas être là. Donc c'est le même assistant qui était sur La Mélodie, là, Vincent, qui est allé pour moi et qui m'a dit bon bah on a fait ce qu'on a pu. Je la voyais tous les jours, l'actrice. Donc vraiment, j'ai eu quand même une chance incroyable d'avoir tous ces éléments, toutes ces conditions réunies, c'est d'avoir 4 qui bossent. Avec un réalisateur qui m'a complètement fait confiance, à l'inverse de la prod. La prod voulait un compte-rendu de chaque cours.
comme je dois le faire en fait au réalisateur à chaque fois que j'ai fait pour Daniel, que j'ai fait pour La Vérité si je mens, lui Rachid me disait moi la question elle n'est pas de savoir si ça va être prêt, ça va être prêt. Voilà. Tel jour on tourne tel truc, après maintenant comment tu te débrouilles, c'est plus mon problème. Moi je sais que ce jour-là, Kad va jouer ça. Je sais que ce jour-là, les enfants vont jouer chez Razad. Lui, il ne se posait pas de questions. Donc j'avais quand même une confiance assez grande. Voilà. Sous son exigence extrêmement grande, il était aussi extrêmement confiant. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. J'espère avoir répondu au mieux. Une petite question qui déborde le cadre de la musique. Est-ce que les gamins sur le tournage ont été aussi indisciplinés qu'ils le sont dans le film ou pas ? Oui. Ça a été notamment Mokhtar. Il est assez insupportable. Mais oui, ça a été très compliqué. Il y a des journées, la bagarre notamment. Voilà, quoi. Puisque de raconter David, ils ont failli foutre le feu à là où il répétait. Enfin, c'était, ça peut aller loin. Ouais. En fait, j'étais pas sur la scène du toit où il répète parce que j'ai peur du vide. J'ai pas pu monter sur le toit. C'est un escalier, c'est une échelle avec des petites trucs comme ça pour protéger de la chute. Mais enfin, si on passe entre les deux, enfin bon, moi j'ai vraiment flippé quoi. Et donc la première scène où ils sont sur le toit, je crois, c'est quand ils répètent la nuit, quand Yael, elle s'appelle dans le film, je crois. Yael lui apprend à jouer du Pontabaski, à mourir de rire, parce que ça aussi, on s'est vraiment, enfin, ça nous faisait rire, parce qu'en fait, il était 10 fois plus fort qu'elle à ce moment-là, dans la présentation du film. Donc, il jouait avant qu'elle lui dise quel numéro de doigt, parce qu'elle n'y arrivait pas. Donc, on lui a mis un gros panneau sous les yeux avec le numéro de doigt, parce qu'elle ne connaissait rien, parce qu'elle n'était pas forte du tout. C'était une des moins fortes en plus du. Voilà, donc ça a été une des vraies difficultés de tournage. En tout cas, ce qu'on m'a raconté, c'est que ce que vous avez vu sur la répétition sur le toit, quand Youssouf il se met à pleurer et tout ça, c'était même pas écrit en fait. On les a laissés, voilà. Et c'était 3-4, voilà, et ça tournait. Et il y a plein d'insultes, de choses comme ça, qui d'après ce que j'ai compris, hein, si on m'a donné la bonne info, parce que j'y étais pas, n'avaient même rien à voir avec le tournage, c'était un peu off, et ça a été gardé. Parce qu'ils sont comme ça. Enfin... Ah oui, ça... Il y a d'ailleurs une scène qui moi, me choque. Alors ça, c'est à titre perso. C'est quand ils sont au restaurant à la fin, où ça fuse d'insultes. Au début, je me suis vraiment dit, elle est inutile. Et en fait, elle est inutile, oui, peut-être. Mais en fait, ça montre la réalité de ce qu'ils sont. Ils sont comme ça toute la journée. Ils se fichent l'un des autres. Pour rien, ça part. Enfin, c'est la vie de cité, quoi. C'est la vie de cité. Je suis désolé, mais à cause de nos chers amis gilets jaunes, je vais être obligé de vous quitter, parce que je dois rejoindre l'opéra et il y a des lignes sont fermées, notamment celle qui m'y emmène, c'est un peu bête. La 1 et la 9, qui sont fermées entre des stations, et dont celle où je descends. Il faut que je descende bien avant pour marcher. En tout cas, j'étais ravi de vous revoir déjà, et puis de pouvoir répondre à vos questions. Je suis désolé, je sais que le micro n'est pas monté très haut pour ce qui me concerne, mais voilà, j'espère avoir répondu au mieux. Et... Oui, je crois qu'on peut le remercier infiniment. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, on voulait aussi vous proposer, peut-être éventuellement si vous voulez réécouter, on avait préparé une ou deux parties vraiment musicales si on voulait détailler voilà. Ou autrement, on continue les questions très librement, donc c'est un petit peu ouvert. Donc je ne sais pas ce qui... Ou Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, il y a un sujet dont j'aimerais parler, auquel je suis très attaché sur ce genre de film. C'est que dès le début, avant même que le tournage soit fini, on a évoqué la possibilité d'une détection musicale. Donc, vous savez ce que c'est ? Ciao, David. Vous connaissez la détermination, la détection de post-synchronisation. Et là, en fait, avec le même opératoire qu'une détection de post-synchronisation, on a organisé une détection musicale. Donc ça veut dire, en fait, qu'il faut que le montage musique démarre le plus tôt possible, une fois le tournage fini.
Ça se passe plutôt assez naturellement parce que le montage d'image a accepté de s'atteler à ces séquences-là en priorité, et c'est un peu comme les séquences d'action. On n'a pas beaucoup de marge. Une fois qu'elles sont prémontées, elles vont pas beaucoup changer. Donc là, ça vaut le coup de se lancer dès que possible dans la fameuse détection musicale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fonctionne comme une détection de post-synchronisation, à part qu'il n'y a pas de chef de plateau. Et on détermine, séquence par séquence, ce qu'on va redoubler ou pas. Voilà, je laisse ça à votre débat aussi, mais je trouve que c'est une approche qui, au-delà d'un certain nombre de séquences musicales problématiques, commence à devenir très intéressante, d'autant plus quand elle arrive très très tôt, parce que les recordings de violon, c'est assez cher, c'est assez coûteux, ça pose des vrais problèmes de méthode, donc plus tôt on sait combien on en a à faire, plus tôt on est rassuré. Mais ça, Arnaud, sur tous les films musicaux, souvent on le fait. Enfin, on est obligé de toute façon pour déterminer ce qu'il faut refaire. Comme vous avez eu le problème avec la philharmonique, qu'est-ce qui raccorde avec les playbacks ou pas? Typiquement, on a tendance à faire souvent, moi, je trouve, moi, les leçons que j'ai tirées des films musicaux, c'est que les playbacks étaient souvent trop beaux, et qu'en plus, pour avoir fait des re-re, que dans les re-re, que ce soit pour du chant ou de l'instrument, parce que j'ai eu les deux cas de figure dans des films différents, les re-re étaient mieux que le playback parce que c'est l'interprète qui se calquait sur le jeu de l'acteur et pas le contraire. Mmh. Et donc que ce soit pour La Môme avec la doublure de Piaf qui se calquait sur le jeu de Marion Cotillard, à la limite si on avait eu les moyens on aurait tout refait, alors qu'on avait tout fait, mais c'était mieux. En fait, moi, j'avais halluciné quand on a vu qu'on avait fait ici, d'ailleurs, en audit de bruitage, ou de post-synchro. C'était mieux que ce qu'on avait déjà. Parce que l'interprète était portée. Et sur De battre mon cœur s'est arrêté, c'était sa sœur, qui est pianiste. Ce qu'elle avait rejoué à l'image, et pas les playbacks, elle avait coaché son frère, et c'est elle qui avait fait les playbacks préliminaires. C'était mieux que ce qu'elle avait fait en playback, parce qu'elle était portée par le jeu de l'acteur, en fait. Plus ce que tu racontais, les pianos qui étaient trop beaux pour chez la chinoise, on les a refaits avec un piano pourri et pas dans une salle de concert, enfin pas dans une salle où t'entends, t'as beau mettre des micros d'appoint, ça sonne riche, enfin je sais pas comment dire ça autrement. Ça reste même dans tes micros d'appoint, c'est le côté Abbey Road, enfin tu vois le truc, même à Abbey Road, tes micros d'appoint, ils sont trop beaux pour un truc qui se passe dans un appart pourri avec un piano d'études, enfin la même chose pour le violon quoi. Donc la détection, en fait, il y a un moment tu l'as fait, ça on refait parce que c'est trop beau. Oui, elle est systématique sur les films musicaux au-delà d'une certaine quantité, mais en tout cas, c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire de la post-production ou même de la production sur des films musicaux, c'est vraiment un concept, c'est un droit. Enfin, c'est un droit et un devoir, et c'est évident que ça s'organise. C'est pas un luxe et ça a le droit de se faire en auditorium. Ah, mais carrément. Pas forcément l'auditorium dans lequel ça va être mixé, mais c'est plus une histoire de spectacle, de rapport à l'image. Donc c'est plus pour insister sur le fait que, au-delà d'une certaine quantité de musique, il faut vraiment globaliser la chose et organiser ça comme ça, et pas de manière disséminée dans des petits endroits. Mais évidemment, oui, que ça se fait dès que le projet est conséquent. Oui, enfin ça va. Là, on avait 2 caméras en permanence dans ce petit endroit, donc moi, j'étais pas sur le plateau, donc mixer avec 2 petits écrans, c'est pas très agréable. Pour voir ce qui se passait. Moi, j'aime bien être à vue des comédiens, des perchemans, voir ce qu'on peut améliorer, pas améliorer. Ils étaient tous équipés quasiment. Enfin, Rachid me disait lui. Donc au maximum, j'avais 12 pistes ou 10 pistes, 8 entrées du cantar, 4 entrées ligne, 8 et 4, 12. Voilà, donc tout était un peu ouvert parce que tout le monde parlait, quoi. Donc voilà, j'ai très mal aux oreilles le soir. Mais oui, c'était un peu... Puis en plus, ils étaient très turbulents, donc on avait beau leur mettre bien les HF au début, il fallait vérifier. Des fois, on les voyait, ça tombait. Enfin bon, c'était un peu... Là, si on regarde bien...
Non, c'est... Voilà. C'est pas un exercice facile, quoi. Ça veut dire que si les violons avec les enfants, c'était des vrais violons, pas des violons rendus muets, ça veut dire que, comme ils font les cons, ils devaient jouer. Enfin, donc il doit y avoir plein de coups de violon sur les directs. Justement, dans ces questions préparatoires, est-ce que ça n'a pas été un choix de dire bon, on rend tous les violons muets et puis on refait Il y avait deux jeux de violons, des violons muets et des violons pas muets. Et suivant ce qui se passait, on rendait les violons muets ou pas, quoi. Mais en général, c'était des vrais violons. Ouais. Il y a une chose aussi, c'est que Hélène a beaucoup travaillé pour récupérer les choses, donc je pense que tu peux en parler, parce que voilà, c'était extrêmement découpé, parce que Rachid a extrêmement découpé, a voulu rechercher beaucoup de prises. Donc, oui, et puis c'était beaucoup d'improvisation en fait, aussi des enfants, c'est ce que disait un peu David tout à l'heure, c'est qu'il y a plein d'insultes, tout ça qui n'était pas du tout écrites, et qui sont sortis sur le tournage, et ils ont énormément improvisé, donc Joël a fait un travail incroyable au montage image pour essayer même de reconstruire des dialogues, mais il y avait des changements partout, et voilà, on a énormément reconstruit de dialogues. Je m'étais fait une banque de sons, de coups de violon justement, qui nous a servi après au montage image, montage son, pour faire de la vie dans le film, et de rire. Voilà, je me suis une sonothèque du film vraiment qui servait pour soit recréer des dialogues, soit remettre un peu de vie dans la classe ou dans le restaurant, ou voilà, de rajouts un peu partout. Qui n'était pas facile, mais c'était des gros travail de post-prod là-dessus, et surtout au montage image, elle était incroyable pour ça, pour essayer de recréer il y avait par plan, on avait monté jusqu'à 47 prises, et bien en moyenne, il y avait eu entre 30 et 40 prises par plan, donc elle a eu énormément, et qui duraient toutes entre 5 et 10 minutes, donc du coup, il y avait beaucoup de boulot de dérochage. Ouais. Et quand tu parlais de Roreux justement en violon, quand tu, par exemple, pour montrer que lui il joue mieux que les autres, quand tu fais de la post-synchro, tu vires tout ce qui existe, donc tu reconstruis. Là, c'est pareil. Tu refais une couche de violon par-dessus l'existant. Alors, il y a eu un peu tous les cas. Il y a eu des Roreux de violon en remplacement de certains bouts de direct, des Roreux de violon en ajout, mais ça pose exactement les mêmes problèmes qu'avec les directs, c'est-à-dire ça pose des problèmes de bouchage, de continuité. Donc en fait, très vite, le montage musique est devenu du montage de direct agrémenté de techniques de montage son pour faire vivre, redonner un peu de vie. La séquence où il joue J'ai du bon tabac en groupe dans la classe, c'est vraiment un exemple typique. Il y avait une prise au direct utilisée, c'était un plan séquence. Donc ça se prêtait plutôt bien pour une continuité. Mais en fait, c'est pas la prise du direct qu'on entend. C'est un mélange, une reconstruction de toute la continuité à partir de je sais pas combien de prises. Pour faire un peu de largeur, pour donner la sensation qu'il y en a un peu à gauche, un peu à droite, mais les gamins jouent tous en même temps. Et donc il faut prendre les bouts de prise où il y en a qui décrochaient. Comme ça, ils sont un peu moins nombreux. Enfin, c'était une très grosse triche pour reconstruire ça. Et ça pose les mêmes problèmes que le bricolage de direct avec de la post-synchro. En fait, c'était la même approche. La post-synchro de dialogue. Oui, et puis en plus avec des post-synchro de dialogue par-dessus. Donc ça. Des chevauchements, enfin, de la totale. Oui, c'est ça, quand Cad il parle, donc ça veut dire dans la classe, tous les mômes qui jouaient, Cad il les dirige, ça veut dire qu'il les dirige sur les mômes qui jouent réellement du violon. Donc à un moment donné, c'est inextrayable sa voix, donc ça veut dire que c'est refait. Enfin, ça dépend à quel moment du film, quoi. Il y a une séquence où ça a été gardé, quand il massacre le thème dans la classe, là c'est pas du direct. Ah non, c'est la synchro. Ouais, non, effectivement, quand il parle sur les enfants, on a beaucoup refait de post-synchro. Et donc, ouais. Oh. Non, effectivement, il fallait réussir à raccorder entre quand les enfants s'arrêtent. Rachid aimait beaucoup son direct en plus, donc du coup, il fallait à chaque fois réussir à tout raccorder. Non, mais c'est ce problème où à partir du moment où tout chevauche, c'est inextricable à un moment donné. Il a fallu le faire des fois. En fait, avec plusieurs prises, des sons seuls, d'appoint, on arrive à refabriquer des continuités. Mais c'est vrai que fabriquer des continuités dans une mélodie, c'est plus contraignant et plus aléatoire au gré des différentes prises que de refabriquer une continuité dans un passage
de voiture ou un fond ou autre. Mais bon, c'est normal. En tout cas, c'est des cas qu'on a eu. Dès qu'on voulait garder le direct, on était dans cette problématique. J'allais dire une dernière question. Tu parlais de spatialisation, justement, vous avez refait des heureux pour spatialiser. Ça aurait un sens justement d'avoir mis un couple, sauf que c'est tellement découpé, ça veut rien dire. Enfin, c'est une question en général, quoi. Quand on fait des séquences où on se dit tiens, c'est intéressant de mettre un couple, si c'est découpé, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est inexploitable derrière. En fait, les couples il y en a eu pas mal utilisés au tournage par Laurent. Mais la demande du réalisateur, une fois que la post-production avait démarré, c'était de sentir que les violons étaient précis un peu partout dans l'écoute. Et là, forcément, dès qu'on commence à cumuler les bouts de son seul, on a vite l'impression qu'il y a 30 personnes qui jouent en même temps. Donc, il y a des re-re qui ont été faits. L'exemple, encore une fois, de J'ai du bon tabac en groupe dans la classe, c'est typique. Il y a eu beaucoup de re-re faits, surtout pour tenter d'en mettre partout, dans tous les haut-parleurs, sans avoir 4 fois plus de monde qui joue. Mais sinon, dans d'autres séquences, les couples ont servi plus pour donner les profondeurs naturelles du plateau que pour faire du découpage. Mais pas dans la classe. La classe, j'ai pas mis de couple, parce que pas la place. De toute façon, ça bougeait tellement que... Il y en a dans le couloir avec les parents... Voilà, puis dans les cas de figure normaux, quoi. Mais sinon, dans la classe, j'en ai pas mis. Est-ce que tu utilisais deux Perchman à ce moment-là dans la classe? Oui, dans la classe, j'avais... Dans la classe, j'avais donc mon Perchman habituel, Grégory Lacroix. Et puis, j'avais un premier stagiaire pour la première partie du film et de la Fémis, Geoffrey... J'ai un trou de mémoire. Perrier, voilà, en plus Poirier, Perrier. Et puis est arrivée une seconde que j'avais déjà eue comme stagiaire, qui était vraiment seconde, quoi. Donc on avait vraiment deux Perchman. Sinon, je m'en sortais pas. Enfin, c'était. Du coup, en termes de minutage utile à faire par jour, comment ça se passait? Tu avais le temps de faire des sons seuls, vraiment, cette liberté, ce moment de dire bon ben voilà, en fait, vraiment pour la continuité, il va falloir qu'on fasse des trucs sans les dialogues, sans. Est-ce que tu as essayé est-ce que tu avais le temps, en fait? Est-ce qu'on t'a laissé cette possibilité? Est-ce que tu as eu, je sais pas, cette envie ou que tu as ressenti que c'était nécessaire? Enfin, je sais pas. Voilà. Là, pour les séquences de classe? Oui, principalement pour ça. Non, j'ai pas fait de. J'ai fait un peu des sons seuls de violon, des trucs comme ça, mais c'est tout, quoi. Des chaises qui se renversent, des trucs comme. Me semble bien un petit peu. Ouais. Puis il y avait tellement de rush en fait que finalement, que je pense que déjà vous aviez pas forcément le temps sur le tournage et en plus j'avais tout ce qu'il fallait parce qu'il y avait 40 prises et que il y a certaines prises qui faisaient des fois muettes, des fois pas. Enfin voilà, et donc du coup tout était déjà dans les rushs en fait. D'accord. Par rapport au son seul et aux nombreuses prises, concernant le violon précisément. De toute façon, entre le niveau des enfants acteurs et ce qu'on en attendait, et dans la chronologie du film, et en termes de rapport à l'image, avec la caméra très mouvante et un découpage assez costaud, de toute façon, c'est aller fouiller dans les prises alternatives qui donnent la meilleure matière. Les sons seuls, a priori, dans le contexte de la classe, c'est... Mais par contre... les quelques-uns qui ont été faits dans les décors où ça se prêtait me servaient d'une précieuse base de véracité pour poser pour intégrer des doublages en fait. Enfin, c'est toujours pareil. C'est la même logique qu'avec le direct. Je voulais savoir combien de temps vous aviez eu chacun en post-prod, en montage parole, en montage son, et si vous avez eu le temps alloué dès le départ ou si vous avez dû demander plus de temps. Alors, pour le montage musique, dès que le choix de ce poste s'est verrouillé, on a estimé le temps de travail à 3 semaines. 3 semaines de montage musique, en sachant déjà que ce montage musique arriverait sur un montage image temporaire avant le montage son et en même temps que le montage des directs, pour quand même se coordonner. Au final, je n'ai fait 4.
en incluant les enregistrements. C'est-à-dire, il y a eu 2 jours d'enregistrement, 3 jours d'enregistrement, et j'ai eu 2 jours de supplément de montage musique à un moment où il fallait refaire des sorties pour l'image, tout ça. Donc, on n'était pas loin, mais c'est l'ordre de grandeur. 3 semaines de travail pour ça. Et pour le direct? J'en ai eu 7, j'en avais 7 dès le début. Donc c'est pas mal par rapport à un film classique. Et comme on a fait le montage son ensuite à 2 un peu au dernier moment, j'ai dû en utiliser 6,5. Et après, moi j'ai eu 4 semaines de montage son et toi 5. Voilà. Que tu as pu avoir facilement quand tu l'as demandé. Le montage de direct, oui, de base, la toute première réunion avant le tournage, c'était inclus. Voilà, j'avais 7 semaines, ouais. C'est-à-dire que oui, dans l'enveloppe, on était déjà à 10 semaines sans montage son. 3 de musique, 7 de direct. Et en mixage, combien de temps tu as eu pour établir une continuité qui fonctionne super bien d'ailleurs? Merci. Écoute, on était sur 4 semaines. On a eu 4 semaines. On a eu 2 petites rectifs en plus. Mais autrement, oui, on est parti sur 4 semaines. En fait, ce qui a été plus long dans le travail, moi, où j'ai participé, c'est les post-synchro avec les enfants. Parce qu'on avait déterminé un temps tout à fait classique, on va dire, par rapport à ce qu'il y avait à faire. Sauf qu'on s'est aperçu très vite qu'on ne pouvait pas les mettre devant une barre et devant une rythmo. Ça ne marchait pas. Ils ne voulaient pas. Donc, après tout ce que nous a raconté Laurent, donc en fait, ça s'est avéré. On est resté quand même dans l'audi, mais on n'obtenait rien. Le réalisateur n'avait rien. Au niveau du jeu, c'était catastrophique. Il rajoutait des mots entre les mots. Et puis des mots, pas utiles, on va dire, hein, dans le langage châtié. Donc en fait, ça s'est fini où il tournait, mon perchman Pierre Pic dans l'audi, suivait le réalisateur qui marchait dans l'audi en tournant avec le gamin et il lui faisait dire les phrases au milieu de blagues et de machins et on a prélevé l'ensemble des post-synchro de cette manière. Donc évidemment, le temps de post-synchro a totalement explosé. Voilà, donc on était parti sur 4 jours, je crois, ou 3-4 jours, et on a fini à 10, quoi, un truc comme ça, parce que tous les gamins, ils sont restés une journée. Voilà. Donc autrement, le reste, on a géré un temps, pareil, en bruitage, on était sur 7 jours, je crois. 6 ou 7 jours, oui. 6 jours et une journée d'écoute. On a fait une journée d'écoute avec le metteur en scène, parce que voilà, il voulait... Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, il faut le dire, qu'il y a des éléments qui ont été prélevé des directs et aussi le bruiteur a raccordé, il avait récupéré les instruments et on a fait des tas de raccords utiles et qu'a utilisé Hélène, ça, je pense tu peux, ou montage son ensemble, voilà. Mais voilà à peu près le temps qu'on a eu global sur la post-prod. Et avant, donc il y a eu un travail à la Philharmonie, moi je les ai suivis pendant les prises sur 2 jours en plus, quoi. Voilà. Et du coup, moi j'avais une question. Vous aviez la chance d'avoir une équipe qui était formée dès le début du film. Vous avez dit que vous aviez une première réunion. Et ces films de musique qui posent toujours la question de playback, pas playback, musique en direct. Est-ce qu'on enlève la musique, est-ce qu'on la garde et tout ça? Est-ce que vous avez fait un dépouillage systématique de tout le tournage pour savoir, là, on va leur demander d'arrêter de jouer pour pouvoir filmer ces plans-là, etc. Ou tout ça, ça a été géré directement au tournage au fur et à mesure des besoins? Il y a eu un premier dépouillement qui a été fait, un dérochage, quoi. Il y a eu un tableau qui a circulé sur comment la procédure et tout ça, qu'on n'a pas forcément tenu, mais moi j'étais un peu en amont, j'étais assez tôt contacté, j'avais fait un premier dépouillement, puis après quand toute l'équipe est arrivée, voilà, je pense qu'on s'est pas... Justement cette réunion a permis de savoir quelle est la marche à suivre. Oui, on savait ce qu'on allait... Enfin, il y avait la Philharmonie qui était aussi dans la boucle, donc il y avait des choses qui étaient imposées, qui ont été faites avec elle. Et voilà, donc ça a été la base. Et puis après, voilà, il y a eu des réunions qui ont suivi. Voilà.
Autre chose Non. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait, en tout cas, vous présenter et ce qui nous importait, voilà, dans ce film. J'espère que vous avez pu voir tout ce qui est, voilà, toute l'importance, je pense déjà de non seulement de se parler et puis de vraiment collaborer comme ça. Je pense que ça a été vraiment l'importance de départ. On a vraiment travaillé dans une bonne ambiance, et c'est vrai qu'on avait un réalisateur ultra exigeant mais très fédérateur, et je pense qu'il nous a fait très vite confiance, comme disait David, et ça, quand il a vu que pour lui c'était parti et qu'il avait une équipe béton, il nous a laissé les portes ouvertes, hein, je pense. Oui, donc globalement, une fois que le travail était accompli sur la coordination musicale et le rapport du son à l'image, il n'est jamais allé chercher la petite bête. Parce que finalement, son seul but, c'était que ça fonctionne, qu'on y croit. Donc on a eu la chance de ne pas avoir quelqu'un qui, en post-production, a voulu tout retourner, essayer avec re ou sans re, avec playback ou sans playback, revenir à l'original. Toutes les choses se sont faites... en naviguant comme un peu au radar. Chaque cas qu'on rencontre, on le règle comme on peut. Mais une fois que le cas est réglé, on ne remet pas en cause le mode opératoire de comment on l'a réglé. Il n'était pas dupe sur le nombre de bricoles qu'il y avait, mais ça c'est normal. Hein, tous les cas un peu particuliers de son demandent plein de bricolage. Il n'est jamais allé chercher la petite bête. Encore une fois, ce qui était important, qui nous a permis de bien bosser avec lui, c'est qu'il n'y avait aucun dogme. Aucun dogme, notamment sur le côté son direct, enfant dans la classe, allez, je veux de la vérité. La vérité, il savait très bien qu'on allait la faire autrement. Ça aide beaucoup à ne pas se prendre les pieds dans le tapis et à exploser les temps de fabrication. Dommage que l'incendie a beaucoup, mais j'ai pas eu un souci de crédibilité. Crédibilité des violons et tout ça aussi que... Ça et Bon, bah écoutez, s'il y a d'autres encore questions, autrement, merci à tous d'avoir suivi. Voilà, je pense qu'on a eu une journée sympathique. Si, moi, je souhaite remercier l'atelier de ce matin, Marie et Thierry, qui nous ont fait partager avec beaucoup d'émotion un projet qu'il faut... faire partager à tous, je pense. Maintenant, on en parlait un peu, mais il faut qu'il s'envole, je pense. Faut qu'on, hein. Voilà. Et ben, bon retour à tous, parce que je crois que c'est encore ça va être compliqué.